Hello, c'est Quentin. Cette semaine, on parle de WeWork sur Bubble qui revient de loin après son crash monumental et qui tente aujourd'hui de se réinventer avec un nouveau modèle. On va aussi parler de Linux. L'État apparemment passerait sur Linux et Unitree commence à vendre son robot humanoïde à l'échelle mondiale sur AliExpress. Ça annonce rien de beau, rien de moche, je sais pas. On verra. En tout cas, le temps est beau. En tout cas, le temps est beau. Comment ça va, vous deux? Mathieu, Rewan, Moi, ça va bien. mes fidèles acolytes du podcast. Ça va bien. Ça va comme le soleil. J'étais content de sortir prendre un peu le soleil là. Je sais pas, cette semaine, j'avais l'impression d'être resté enfermé. Bah écoute, moi je suis sorti au moment pour partir pour le podcast, c'est tout. Bah, c'est ça. Sinon, je l'ai vu à travers une fenêtre dans un sous-sol lugubre. C'est vrai que t'as une petite fenêtre chez toi. Exactement. Bah moi j'en ai profité pour faire un petit road trip avec ce temps là. Attends, on l'a refait Quentin. Et toi Quentin, t'as fait quoi? C'est quoi? Je vais Il va même pas le couper. C'est terrible de faire ça. Il a dit attends, on l'a refait. Le mec, il a démarré, je sais pas si t'as vu, comme si on allait dire on s'en bat les couilles de ta vie, vas-y, on en est où? Bah non. Ah mais non, même pas. Je l'ai pas senti Quentin, comme ça. alors, qu'est-ce que t'as fait? En tout cas, moi j'ai fait un petit road trip. Il a repris la transition, ça me fout. Ouais, non, parce que j'ai récupéré une voiture qui est très cool. Oui, Et, j'ai vu sur ton Insta. Ouais, bah si vous me suivez pas sur Insta, vous avez manqué un truc. Attends, le noob qui est en moi a envie de... C'est une Porsche, non? Non, c'est pas une Porsche. Ah merde. Oh la C'est pas une vache. Porsche. Après, c'est vrai qu'elle a des airs de sportive. de Porsche, non? De sportive. De Porsche, je dirais pas, mais... Je l'ai montré à un pote, il m'a dit elle a changé de couleur la Alpine. Je suis en mode non frérot, regarde mieux. Comment il m'a dit ça? C'est une Dacia? Qu'est-ce qui se passe? C'est une MG. Ah. C'est une MG, mais, Okay. Mais en tout cas, ils ont voulu récupérer le meilleur pour faire un cocktail un peu sympa pour pas trop cher, mais en électrique. Histoire de remettre un petit peu de fun dans ce monde de la voiture électrique. Okay. C'était la MG Cyberster, que j'ai encore d'ailleurs là dans le parking, mais qui est très chouette. Voilà. Donc j'ai prévu un gros sujet sur la chaîne autour de MG, un peu son histoire et ce qu'il en est aujourd'hui. Ouais, parce qu'aujourd'hui ça a changé de... Ça a changé de bord. Donc c'est pour ça, l'idée c'est de récupérer une voiture qui un peu récupère l'ADN de MG, tout en fusionnant avec les nouvelles pensées d'aujourd'hui et ce qu'ils veulent amener. Donc j'ai testé tout ça et je continue. Et franchement, c'est bien sympa. Cette semaine, sur la bulle de la semaine, on a pas mal de belles choses. On peut commencer avec éventuellement Unitree. Oui, Unitree qui fait parler de lui encore une fois. Alors Unitree, qu'on rappelle rapidement, c'est une histoire de robot chinois qui vraiment fait souvent le buzz. Moi je me souviens, je vous avais montré un truc que j'avais vu de mes propres yeux à Vivatech de l'année dernière. Ça commence à être long parce que ça va revenir à Vivatech. Si vous vous souvenez, je vous avais montré d'une vidéo d'un Unitree qui démarre et qui fait tous les couloirs de Vivatech, qui monte jusqu'au hall, parce qu'il était carrément dans le hall différent, c'était à Vivatech, qui va dans le stand de Tesla, qui se pose devant un Optimus qui est derrière une vitre, et pour dire « moi je bouge, moi je suis là », bon, je calme les ardeurs de tout le monde, il était téléopéré, on va dire, télécommandé, pour être plus simple, mais du coup, voilà, Unitree fait pas mal de... je trouve, communique beaucoup. Ils étaient vachement présents au CES, hein. Eux-mêmes, mais aussi beaucoup de boîtes différentes qui avaient récupéré un Unitree pour présenter des nouvelles technologies, j'imagine liées à l'IA ou en tout cas liées à la robotique. Il y en avait partout, il y avait même des robots Unitree qui se boxaient. C'est celui, c'est ça, c'est celui qui avait la tête creuse là, avec la tête plate. Jojol, il en a un. Je sais que même il y a des chaînes YouTube, des contenus YouTube qui s'ouvrent autour d'un robot avec une coupe de cheveux. Oui, il y en a avec une chaîne qui fait. Exactement, il y a celui-là qui prank les gens et tout ça. Ça me fume. Je vois des vidéos sur ces robots. La dernière fois, j'en vois une. Le mec, il y a des sangliers qui se battent dans la rue. T'as le robot qui les course comme ça. grave. En mode pour les chasser de la rue, tu vois. Ou des mecs qui sont, ils sont sur leur scooter et le robot il arrive et ils sont en panique, ils tombent et le scooter se casse la gueule. Enfin bref. C'est accessible du coup pour une raison. Exactement, c'est accessible pour une raison parce qu'en fait, ils viennent d'annoncer que, vous pouvez l'acheter cette fois-ci sur ni plus ni moins le site où on a tous acheté des coques à 2 € pour nos téléphones. La référence. Ou des gadgets plastiques assez improbables. Oui, depuis mercredi, vous pouvez y glisser dans votre panier un robot humanoïde de 1,20 m. Et je vous le jure, c'est réel ce qui se passe. Parce qu'on en parlait déjà dans l'arrivée. Tu sais, on a déjà fait quelques numéros sur notre podcast sur l'arrivée des robots. Ça y est, c'est tangible puisque c'est là, c'est dispo à $8,200. T'as la livraison en plus qui est même gratuite vers les US et l'Europe. T'as toujours pas dit sur quel site c'était que tu pouvais l'acheter? AliExpress, c'est vrai. Oui, parce que si personne n'avait deviné. Effectivement. Parce qu'il y en a, c'est là, peut-être c'était ému, tu vois. Peut-être c'est Wish pour les plus anciens. J'ai 2 robots, moi, sur AliExpress. Il y a 2 versions. Il y a le R1
qui est vendu à 7000 €. Oui. Et celui qu'on voit un petit peu partout dans les contenus, il est vendu à 19 500 €. Alors là, non, t'as le R1 qui est à 8200 et je crois que t'as un autre modèle, si je dis pas de bêtises, qui est genre un espèce de R1R ou un truc comme ça, enfin une version allégée qui lui est vendu à 6800 $ aussi. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que celui qu'on voit sur les réseaux, lui, est dispo pour plus cher. Après, il faut peut-être attendre encore que ça redescende, que l'information redescende voilà, sur toutes les plateformes de. Mais pour un premier pas, en tout cas, on peut déjà avoir un truc. Mais il y a même le Unitree GoTo, le robot chien, ce qui a 1000 €. Ce qui fait de l'ombre un petit peu. Alors, je sais pas du tout, je me suis pas renseigné sur ce robot, mais ça fait peut-être de l'ombre à des robots comme Boston Dynamics. En tout cas, pour 1000 €, bah, disons que déjà, un truc comme ça, c'est chaud, quoi. Déjà, ils sont sortis, et puis ils sont dehors, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pas juste des projets de R&D. Alors, je pense que le jour où Boston Dynamics va le mettre en application, ils vont broyer les autres, mais pour l'instant, c'est juste des vidéos et des trucs à usage interne, tu vois, ou à usage très spécialisé. Mais t'as raison d'en faire mention, c'est aujourd'hui dispo pour le grand public. Genre, demain, tu peux ça, il y a un monde où tu le croises dans le bus. Tu vois, soit t'achètes une Citroën Ami, soit t'achètes un robot, finalement. Exactement. Et pour rappel, 8200 €, c'est le prix de 2 Vision Pro. Voilà, donc pour remettre un peu les perspectives, pour voir de où on. Pour les viewers qui ont 4 yeux. Voilà, exactement. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, ça reste cher, hein, 8000 €, c'est pas donné à tout le monde, mais ça devient un prix presque accessible. Ouais, proportionnellement. C'est-à-dire, un mec qui veut craquer, là, il se prend un prêt, un conso et il peut s'en prendre un, ou tu vois, voilà, c'est plus des prix délirants. Ouais, ça devient tangible. Et puis surtout, c'est des produits qu'on voyait de loin et jamais vraiment très accessibles dans un sens. Même pas en termes de prix, juste en termes de technologie. Oui. On l'a toujours vu à travers des vidéos, à travers des tendances, des choses comme ça, mais jamais dans le quotidien d'une personne, si ce n'est les pranks qu'on voit aux États-Unis. Mais c'est ça. Eh ben, projetons-nous, les gars. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ce robot R1 si demain on décide de le prendre? Moi, j'ai l'impression que ça va faire un peu vriller pas mal de youtubeurs, hein, tu vois, genre tout le monde va vouloir s'acheter son robot pour faire sa vidéo buzz, c'est logique. Moi, spoiler alert, ça sera pas le cas, j'ai pas les finances, voilà, je vous le dis tout de suite. Mais sur le papier, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, c'est littéralement un athlète qu'on prend pour nous. Il court, il fait des roues, il encaisse des chocs. Il fait des roues. Voilà. Exactement. J'aimerais bien le voir faire des roues, je l'ai jamais vu faire des roues. Imagine, tu vois, on fait le podcast là et t'as un Unitree qui tout d'un coup décide de faire une roue. C'est un troubadour en fait. Exactement. Bref, en tout cas, c'est une vraie machine de guerre parce qu'il est capable de tomber et de se relever tout seul. Donc, c'est assez fou. Mais il y a quand même une question que je me pose, peut-être que vous me voyez venir ou pas, c'est à quoi ça sert concrètement? Parce qu'en fait, tu vois, tu peux acheter un robot qui fait 30 kilos, qui chez toi va pouvoir faire des sprints dans ton couloir. Mais mis à part ça, je sais pas, est-ce qu'il peut faire ma vaisselle? Est-ce qu'il peut faire des tâches ménagères? Je crois qu'il fait rien. Je crois qu'il fait rien, le truc. Hein. Je crois qu'il marche, c'est tout. Pour l'instant, à part courir, faire des roues, des galipettes, etc., il fait absolument rien d'autre, malheureusement. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'on arrive un petit peu aux limites de la robotique très vite, et surtout de cette robotique à prix plancher. Eh bien, c'est qu'il n'a pas la dextérité. Et tout ce qui est les gestes un petit peu doux, les préhensions d'objets compliqués à prendre en main, et ben tout ça, eh bien, c'est pas au programme, malheureusement. Ouais, et puis c'est les mains, en fait, globalement. C'est la motorisation des mains, la technique, l'intelligence qu'il y a derrière qui suffit pas. Ouais, bah en tout cas, je peux te mettre quelque chose de très tangible parce que j'ai pécho une seconde news pour l'incorporer dans cette news, que je la trouvais ultra pertinente. C'est une étude qui nous vient de l'université de Stanford qui a sorti son rapport AI Index 2026. Et ils ont testé des robots pour faire des tâches ménagères réelles. Et il y a eu 2 modes. Il y a le mode en laboratoire, dans un environnement qui est parfaitement maîtrisé. Ça marche à 90%. Impressionnant, hein. Donc du coup, très très cool. Et il s'effondre dès que tu le mets dans un contexte réel, dans un appart ou un lieu qu'il n'a pas préconfiguré. Dès que tu le mets dans un vrai salon, avec potentiellement un coussin qui traîne, un enfant qui a laissé un jouet par terre, le taux d'échec monte à 88%. Wow. En labo, 90. L'autre chiffre inverse de genre la catastrophe assurée. Il y a 90%. 9 chances sur 10 que ton robot il s'encule. On a le droit de dire des gros mots. On a le droit de dire des gros mots maintenant. Ah bah on oui, là, est de toute façon, là, ça y est, on est tagué là. On vient de reprendre le coup de tag. Ouais. Pour anecdote, dans l'anecdote, il y a Quentin qui a vu que le podcast, il était dans les. C'est quoi le truc? Mais il est en explicite en fait. Tu sais, il y a le petit logo E à côté du. Le logo E, genre on dit des gros mots. Donc je peux dire des gros mots maintenant. Donc pour revenir sur le sujet de Mathieu, il y a 9 chances sur 10
pour que le robot il s'encule sur le Exactement. jouet d'un Tu sais, petit. il peut même pas lever la patte pour passer le tapis, tu sais. Il l'a pas détecté, c'est mort. Hop, tu sais, il se prend les juste, pieds il dedans. tombe et il arrache ta c'est table terminé. basse en marbre ou en verre en Je te passant. jure. Prendre un verre et même prendre un simple t-shirt, ça reste un cauchemar technique. Donc, Mais même du rester coup, pour debout, je les- pense, hein. Pour les ingénieurs, je crois que, à mon avis, maintenant, debout, l'équilibre, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais on voit beaucoup ce genre de vidéos sur les TikTok, etc. Où les mecs, il les Où poussent les et mecs, tout. ils leur mettent des coups de pied, Ouais, leur machin met et des tout. chassés, Et on ouais. sent que là, pour le coup, la gestion de la chute, tu sais, l'équilibre et tout ça, c'est carré. Mais c'est vraiment sur ces petites tâches fines, tu vois. Plier un t-shirt, mettre un objet dans le lave-vaisselle. On avait vu dans une news précédente avec carrément des robots faits par un mec européen. J'ai oublié le nom. Et One X Technology. ça doit être One X Technology. Et du coup, pour l'instant, ils sont obligés de téléopérer les robots à distance où les mecs mettent un Quest 3 pour faire des tâches beaucoup plus complexes. Donc, on voit Il devrait que- arriver d'ailleurs, je crois que c'était 2026, la deadline dont on avait parlé dans un épisode. A priori, il devrait arriver bientôt sur Il reste un peu de temps, ouais. sur le marché, mais téléopéré, comme tu disais. Et vous voulez la punchline qui fait mal dans tout ça. Donc, on peut s'enjailler du fait d'avoir arrivé Unitree sur AliExpress. Mais il y a un analyste de Gartner qui a balancé cette petite phrase assassine. Il a dit « Aujourd'hui, la meilleure utilité d'un humanoïde, c'est de faire grimper artificiellement le cours de votre action en bourse. » Et devinez quoi? Bah, Unitree prépare justement son entrée en bourse, les mecs. Bah oui, bien sûr. Donc, effet d'annonce. Voilà, on Mais a tout dit. évidemment. Intéressant. Bah, j'ai trouvé le sujet très intéressant. Et sachez que si vous mettez déjà votre robot Unitree dans le panier, c'est juste pour le voir faire des galipettes chez vous. Et ben il y en a un autre qui a voulu faire une introduction en bourse, une IPO comme on dit. C'est WeWork. Évidemment, vous connaissez l'histoire. Si c'est pas le cas, on vous l'a raconté dans On l'a fait dans dans un les flops, épisode. en Si, plus. si on peut recontextualiser un petit peu, à la base, WeWork, c'est pas juste une boîte de coworking, c'est une boîte immobilière un petit peu maquillée en start-up. Et notamment grâce ou à cause de son gourou Adam Neumann. Et globalement, le principe de WeWork, c'est ils achètent un bâtiment avec des baux de 10-15 ans et ensuite ils le transforment dans des espaces un peu design, mobilier, un peu tech. Et ensuite, ils louent ces bureaux à court terme à vous, à des entreprises, à X ou Y. Ouais. Et Il y a eu un l'idée, bel c'est essor, d'avoir pardon, il y a un bel essor pendant la vague du Covid. complètement. évidemment. Alors non, pas avant le Covid. Avant le Covid, parce Avant- qu'après, ouais, les gens pouvaient Oui, plus y pardon. aller, ouais. Avant le Covid, parce que Exactement, justement, Mais il y a le eu Covid un- les a. Il y a un effort comme ça Accéléré. de tous les indépendants qui avaient besoin de se retrouver pour être dans un endroit un peu plus studieux pour travailler, avoir un peu l'impression d'être dans un mood de travail. Tu sais que j'ai essayé de le faire, j'ai vu les prix, j'ai pas essayé de le faire. Ah, ok. Mais il y a beaucoup cher, d'entrepreneurs sa mère. alors c'est cher, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, pour te rejoindre Mathieu, qui, histoire de retrouver un petit peu de vie sociale Oui. et éviter d'être isolé, Une ambiance de bureau. vont dans ces trucs-là justement pour retrouver d'autres personnes, discuter et discuter de projets. Chacun vient avec son entreprise, son expertise, ou même si tu veux faire du télétravail, autre qu'au Starbucks par exemple, au moins ça Ouais. te permet dans un environnement plus calme. Donc l'idée, c'est pas vraiment de vendre du coworking pour WeWork, c'est plutôt de vendre une sorte de vision presque philosophique du travail et de la vie. Et l'idée de WeWork, c'était vraiment de changer un peu le monde à travers cette personne, ce gourou qui est Adam Neumann. Et en plus, ils ont fait plein de projets différents. WeWork, mais après WeLive, ils ont essayé de se lancer dans Oui, ils ont l'écologie essayé de avec son décliner épouse. l'idée au max. Ils ont quoi. voulu faire un truc comme ça et surtout, ils ont voulu croître hyper vite à travers plein de pays. Globalement, ça a été, je vais pas vous refaire l'histoire, mais il y a eu un gros problème de gestion à travers cette entreprise, cette expérience sur les premières années. Une gestion d'ailleurs un peu jugée chaotique et surtout beaucoup de dépenses. Le problème étant que lorsqu'ils ont voulu faire cette introduction en bourse qui a permis à WeWork d'atteindre les 47 milliards de dollars de valorisation en 2019, ce qui est quand même énorme. Oui. Vu que tout devient public quand on fait une entrée en bourse, pour vous la faire courte, c'est bah bonjour, je veux entrer en bourse et du coup ouvrir mon capital aux gens, et bah je donne tous mes dossiers, tout ce qui s'est passé, tout ce que Oui, j'ai fait rentrer tout comme l'historique. argent, toutes les dépenses, etc. Donc c'est là que tu vois que les pertes qui ont été engendrées, tu vois le modèle économique de la marque qui est hyper casse-gueule, et tu vois aussi surtout la gouvernance qui a été extrêmement critiquée. Après, on n'aime pas ce genre de personnalité, mais en tout cas, quand tu veux rentrer en bourse et surtout investir dans une boîte, tu as envie de connaître un petit peu tout l'historique. Donc bref, ça s'est cassé la tronche, l'IPO a complètement été annulé, la valorisation s'est complètement effondrée. Ah, ça a été annulé carrément. Ah, ça a été L'introduction en annulé. bourse, Ah elle a ouais, été ouais. annulée. Ah, j'avais pas Ah, compris. ils ont tout annulé. En fait, et justement, ça a été vachement critiqué de par le patron Adam Neumann enfin, ils ont un peu tout mis sur son dos.
c'est pas 100% de sa Ouais. faute, mais en tout cas, il y a une gestion qui a vachement été Oui, critiquée. parce que dans les boîtes comme ça, faut préciser quand même que lui, il a beau être, le président, enfin le fondeur du truc, il n'est pas forcément président. Il y a un conseil d'administration sur les grandes boîtes comme ça. C'est compliqué de remettre la faute sur un seul gars, même si ça peut être le cas, parce que le mec, c'est un peu la vitrine du truc. Même Elon Musk prend les décisions stratégiques, il est concerté, etc. Il les prend pas tout seul, même C'est si ça. les annonces, par contre, il les fait tout seul. Bah, Parfois- c'était un peu le problème de. Et la liaison est assez intéressante entre Elon Musk et Adam Bah oui. Neumann, c'est que justement, ils ont ce côté vachement gourou, je vais parler devant les gens, etc. Et c'est des très bons orateurs. Mais simplement, Quand à un faut le moment, faire sur le derrière et papier, prouver, ouais, c'est ça. faut justifier. Quoi. Pour les gens qui sont au-dessus, tu peux facilement devenir le fusible, voire le bouc émissaire de tout ça. Donc, C'est ouais. exactement Quand tu es ça. incarné comme ça, tu prends les bonnes choses et en même temps, tu peux te retrouver avec, en fonction de ta communication, de tout l'inverse. Donc finalement, ils sont aperçus que les coûts fixes étaient vachement élevés, que les revenus étaient hyper variables et surtout, et on en parlait, avec le Covid, la boîte a perdu énormément d'argent parce que les gens, en fait, le télétravail s'est développé dans un certain contexte et surtout, personne ne pouvait sortir. Donc du coup, on n'allait pas dans ces bureaux. Ouais, parce que c'est pas parce que tu t'arrêtes de. Enfin, comment dire, quand le Covid est fermé, c'est pas ils te suspendent tes crédits Ah ouais, ou quoi, hein. bah oui. Tu continues de payer le building que tu as payé des millions, là, tu continues de le payer tous Exactement. les mois, hein. Et surtout, pour vous remettre encore dans le contexte, ils ont pris énormément de bâtiments. À chaque fois, ils étaient. Donc, ils n'ont jamais vraiment été rentables. Je crois qu'ils n'ont jamais d'ailleurs été rentables. Mais on va en parler. Et justement, ils achetaient, histoire de croître très très vite. Mais sauf qu'ils perdaient de l'argent continuellement. Ça, c'est un peu la stratégie du all-in, tu sais. Même Exactement. comme Amazon, qui a mis son temps à même redonner de l'argent aux actionnaires, à être rentable, parce que Jeff Bezos, il reprenait tout, il remettait tout en all-in à chaque fois. Donc, ouais, Ouais, c'est effectivement. un système que Elon Musk a vachement fait quand il quittait une boîte, il réinjectait la majorité. Mais tout ça a amené en 2023 où WeWork se place sous la protection du chapitre 11 aux États-Unis, qui est globalement la faillite. Voilà. Ok. À cause du coup des problèmes dont je vous ai cité, le modèle économique, la start-up, le Covid, etc. Jusqu'au moment où cette boîte qui vendait cette flexibilité avec cette rigidité totale en coulisses, ce qui l'a tué, a été restructurée. Donc, ils ont fermé vachement d'espace, qu'ils ont appelé non rentables, etc. Surtout dans des villes comme Paris, New York, ils en avaient plein, donc ils en ont fermé quelques-uns. Ils ont renégocié des baux immobiliers, ils ont réduit les dépenses opérationnelles, donc plein de trucs, notamment des jets privés qui se faisaient... Normal. Ouais, je pense que ça, on peut couper, effectivement. qui se faisaient Je gracieusement pensais que t'allais dire, genre, tu récupérer. sais, les baristas, des fois à l'accueil et tout ça. Non, les jets Ah ouais, privés. non, non, bah, je- ouais, non, mais on peut commencer là, c'est vrai. C'est t'as la raison. division WeWork Fly. Le Ouais, jet c'est privé, ça. et apparemment... We fly. WeFly. Et apparemment, il avait aussi un building qu'il utilisait pour sa société WeWork, mais aussi en tant qu'appartement personnel. D'accord. Donc bref, Normal. il y a eu des dingueries. Normal. Et surtout, l'entreprise, ils essaient de réduire vachement. Tu sais, j'ai l'impression qu'ils font des cuts pour rebaisser un petit peu l'entreprise, la rendre plus légère, entre guillemets. Ouais, Quoi. mais je pense que quand c'est un truc comme ça dans les grandes sociétés, tu restructures un peu, mais tu vas à l'essentiel. Ok, qu'est-ce qui fonctionne, ça, C'est ça. machin. Ça, cette business unit qui gère ce truc-là, elle est mal gérée. On le refait, on reprend. Et puis quand on croit, mais on intègre les nouvelles opérations, les nouveaux sites dans le flux de gestion. Et puis tu C'est fais ça. croître les équipes en fonction de ton flux de gestion, parce que quand tu grossis beaucoup, les processus dont tu as besoin pour une boîte pour fonctionner, donc tout ce qu'on voit pas, c'est-à-dire l'IT, les RH, juste la comptabilité, tous ces trucs-là qui Administratif, sont... quoi. En fait, les fonctions support, elles grossissent pas petit à petit, elles ont besoin de s'outiller, elles ont Complètement. besoin de... Et puis même juste d'avoir des workflows de travail qui soient cohérents. C'est ça, je pense qu'aussi quand tu grossis très très vite comme ça, à un moment, t'es complètement pris et donc tu recrutes sur des postes qui potentiellement, quelques années plus tard, ne valent pas le coup. Et même tu recrutes dans le rush. Donc Et tu tu recrutes recrutes des dans le gens rush. qui sont pas opérationnels parce qu'ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les trucs... Enfin, c'est catastrophique. Grossir Complètement. vite, c'est très très dur à assumer. Et l'avantage qu'ils ont eu, c'est qu'il y a eu une explosion massive du travail hybride, le télétravail du coup qui est vachement revenu, le t'es sur place, t'es pas sur place. Donc ça, Je trouve que ça a vachement été instauré post-Covid et ça a été une bonne chose pour eux. je fais une digression, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de. Alors, moi, je le vois d'un œil extérieur parce qu'aujourd'hui, mon métier, je suis mon propre patron, je suis à la maison et tout. Mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a un espèce de statu quo. On ne sait pas trop vraiment dans quoi on est, entre le souhait des entreprises qui veulent revenir au télétravail, au full temps plein présentiel. Et je pense que les gens qui se battent, il y a quand même une certaine partie des salariés qui se battent pour garder un acquis, le télétravail. Sachant que j'avais lu un papier là-dessus, juste où il y a une génération qui est rentrée dans le monde du travail avec de la présence de télétravail. Cet état d'esprit, Et ouais. aujourd'hui, en fait, on veut leur retirer.
et ils sont pas très très chauds. Donc je trouve que le télétravail, je trouve encore aujourd'hui, on sait plus trop si les entreprises elles sont pour, pas pour, contre. En tout cas, en France, c'est vrai qu'il y a eu un gros turnover où ça a fait beaucoup de télétravail forcé, évidemment. Et ensuite, ils retirent au fur et à mesure des jours. Là, aux États-Unis ou dans d'autres pays, les pays scandinaves par exemple, ils ont complètement adopté cette manière de faire. Et même aux avant États-Unis, Covid. Google et tout, ils ont tapé du poing sur la table. Apple, ils leur ont dit vous revenez bosser. Il y a beaucoup quand même de. Je trouve qu'il y a un vrai sujet de fond en fait. Il y a 2 choses là-dessus. La première, déjà, la mentalité de la France, c'était une situation un peu exceptionnelle. Et en fait, si tu veux, il y a eu l'après-Covid. L'après-Covid, en mode télétravail, c'est incroyable, etc. Et puis à un moment, c'est en mode, si t'es pas là, ça veut dire que tu bosses pas. Donc tu vas revenir pour qu'on te voit bosser. Ce qui est le mauvais côté du management. Pour moi, quelqu'un, t'es censé savoir s'il bosse ou pas sans le voir bosser. Parce qu'on les connaît, les mecs que tu vois passer entre les réunions, je suis désolé, je suis booké, machin, qui ont l'air tout le temps marcher vite. Jamais à leur bureau, mais c'est pas pour autant qu'ils bossent. Mais ils ont l'air, ils font genre. Ouais, mais aussi, ça passe un peu aussi un péril pour ceux qui sont dans du management et quand il y a du télétravail, en fait, ils ont plus de taf, en fait. Et pour moi, c'est autre chose. Tu apprends à manager des gens à distance. Mais l'autre truc, c'est que aussi, quand tu as des grosses explosions comme ça en termes de taf et tout, et que tu as besoin de virer des gens, mais que tu veux pas te faire un plan de sauvegarde de l'emploi, donc virer les gens et devoir les payer, tu retires les avantages. Et retirer le télétravail, je sais pas si tu te rappelles, mais par exemple, il l'avait fait chez Ubisoft, quand Ubisoft n'allait pas très bien. On retire le télétravail, tu as eu des manifs de ouf et tout, mais en fait, ils voulaient pas retirer le télétravail, ils s'en foutaient du télétravail. Ils voulaient tège les gens sans avoir à les payer. Donc, inciter à la démission. Ça, ouais, exactement. Donc finalement, le contexte a changé pour WeWork et surtout, il y a un nouveau positionnement qui fait qu'ils ne veulent pas juste être des loueurs d'espace. Et l'idée, c'est plus de devenir une plateforme de service et surtout pour les entreprises. Donc ils font des offres B2B pour les sociétés qui ont potentiellement plus de budget et pas payer trop cher. Et ça, pour le coup, ça a du sens parce que les entreprises, tu veux faire un petit séminaire, tu as une petite boîte, tu veux louer une salle de réunion, tu veux organiser des after-work avec ou des tu clients, voyages, par exemple, avec ta boîte. Ouais, tout à fait. Et ça, pour le coup, c'est un bon calcul parce que dans ce genre de moyens-là, si c'est bien géré, uberiser, entre guillemets, avec des gros guillemets, la gestion de tes locaux avec tel moment, il y a tel truc, tu vas avoir des services en plus, vous voulez quoi, un traiteur, vous voulez un barista, ce genre de truc. Les boîtes, elles sont grave friandes de ce truc-là. Exactement, il y a une solution justement beaucoup plus flexible et surtout sur mesure a priori pour ces entreprises-là, avec justement des gestions d'espace aussi, de travail en fonction de ce dont tu as besoin et des pièces éventuellement. Et ils ont une nouvelle idée business. Oh putain. Et on va finir là-dessus, qui s'appelle WeWork Go. Et l'idée, c'est de se positionner comme un opérateur d'espace plutôt qu'un simple locataire, dans le sens où ils veulent travailler directement avec les entreprises pour gérer leurs bureaux, optimiser leurs coûts et adapter les espaces au travail hybride, notamment avec l'apport de capsules. Vous savez, ces genres de cabines qui ressemblent à des cabines téléphoniques, mais des cabines isolées pour pouvoir travailler. Et c'est dans un article du coup de Fortune où justement ils sont revenus sur ce concept, WeWork Go, justement pour s'isoler un petit peu. C'est un peu le nouveau pari gagnant sur lequel ils ont misé pour gagner de l'argent sans avoir à louer de grands espaces, de grands immeubles, rentrer directement chez les entreprises. C'est du ensuite, consulting en fait, c'est consulting. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire bonjour, vous avez un besoin, on peut y répondre dans un espace de travail. D'accord. Okay. Voilà. Et ils ont insisté dans cet article sur le fait que la compagnie a un côté rentable depuis sa restructuration. Donc chaque année, ça perdait des millions. Maintenant, ils sont rentables. Apparemment, ils comptent 550 000 membres dans plus de 600 espaces de coworking, sachant qu'il y a un bon nombre d'entre eux qui sont quand même franchisés. Et c'est pas juste les leurs. Mais voilà, en tout cas, WeWork renaît. Et apparemment, ça fait plusieurs mois qui sont rentables. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que par rapport à l'épisode qu'on avait fait sur WeWork, où justement on parlait de cette entreprise qui a complètement flop, et ben écoutez, la balle semble avoir changé de côté, donc à voir ce que ça va donner. Vous connaissez Windows, vous connaissez Mac, mais est-ce que vous connaissez Linux ? J'en ai pas assez parlé, tu penses ? Franchement, rajoute une couche parce que l'état qui passe sur Linux, je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Alors, on va y aller mollo déjà. Quand tu veux dire l'État, c'est pas tout l'État. Parce qu'en réalité, cette annonce qui date du 8 avril 2026, elle sort d'un séminaire interministériel et c'est la DINUM, la Direction interministérielle du numérique, qui a annoncé officiellement son passage à Linux. Ça a été initié juste par le Premier ministre, c'est bien Bastien Lecornu, donc plutôt porté haut. Sur fond de également aide de la ministre déléguée au numérique Anne Le Hénaff, si je le prononce bien. C'est ça. Hénaff, c'est Hénaff, je crois. Non, c'est Hénaff. Hénaff, ok.
Sachant qu'elle en avait déjà parlé depuis 2023 du piège Microsoft, etc. En fait, l'idée, cette décision-là, elle intervient sur le fond de conflits géopolitiques avec les États-Unis et de leur hyper-dépendance aux technologies américaines. Donc Windows, c'est Microsoft, Dans un c'est côté américain. souverain, ils veulent passer sur Linux, c'est ça? Même sans parler de souveraineté, on va déjà parler d'indépendance. Tu vois, la souveraineté, c'est encore un autre bloc. Indépendance, c'est si ça tombe, au moins on peut le maintenir nous-mêmes. Là, si Microsoft Ok. il coupe les vannes, bah tu peux rien faire. Donc souverain, c'est encore le fait que de pouvoir être uniquement opéré de chez nous. Là, a priori pour l'État, on n'est pas. Il y a des enjeux de souveraineté. Pour l'instant, on va parler d'indépendantisme. Pourquoi est-ce que je dis ça? On va revenir sur quelques chiffres au préalable. La phase 1 de ce projet-là, c'est que les 250 agents de la direction interministérielle du numérique, ils vont migrer. Ils vont passer full Linux. Donc ça nécessite quand même un peu de support, ça nécessite de l'accompagnement et c'est un peu leur labo. C'est-à-dire que vous allez le voir, c'est un projet qui est relativement ambitieux et qui a un changement de paradigme comparé à comment est-ce qu'ils bossaient aujourd'hui. Par contre, en parallèle, il va y avoir les 80 000 agents de l'assurance maladie qui vont adopter des outils souverains avec tout ce qui est la suite, qui est pour le coup une suite souveraine équivalente, concurrente souveraine à Microsoft 365, donc Teams, Word, Excel, tous les trucs que vous connaissez. Visio, pareil, donc je parlais de Teams. France Transfer, qui est l'équivalent d'un OneDrive ou d'un Google Drive, d'un Dropbox, ce genre de choses. Et il y aura un plan d'exécution de réduction des dépendances d'ici automne 2026. Donc globalement, tout ce qui est acteur américain, on veut réduire la friction avec l'indépendance, avec tous ces services-là. Donc vraiment, c'est à 360. C'est dans le soft, mais aussi dans les... Enfin, dans le soft. Dans le pur et dur du système d'exploitation des ordinateurs, mais aussi dans les petites applications qu'on va utiliser. En fait, c'est tout ce qui est lié de près ou de loin à la donnée. En fait, on le sait, la donnée, c'est l'or du 21e siècle. Donc là, l'idée, c'est de dire, avoir des systèmes stratégiques et des opérateurs qui bossent sur un système américain, c'est un peu chiant si demain, il se trouve que c'est pas tant nos alliés que ça, ou même juste qu'on veut éviter que ils aient forcément accès ou qu'ils aient potentiellement des mains prises sur les prix, etc., pour des trucs qui sont critiques au service de l'État. Le truc qui est un peu marrant, c'est que en fait, ce projet-là, il est divisé en 2 piliers. Il y en a un, c'est Securix, et l'autre, c'est Bureautix. Ouais. Et Est-ce que Assurance Turix aussi. Mais ouais, c'est ça. alors, de rigoler, ça vient vraiment de là. C'est vraiment une ref à Astérix. Alors, je sais que l'OS aussi, ça vient du nom de l'OS qui s'appelle NixOS. Nix, voilà. NixOS, exactement. Mais la ref, c'est un peu David contre Goliath. C'est le petit village breton qui résiste À à l'envahisseur. l'envahisseur. machin. Excellent. Donc, c'est une vraie En ref. vrai, c'est très bien. Astérix, ouais. c'est très Ça me rigolo. plaît, ça me plaît. Et Mathieu a parlé de NixOS. Qu'est-ce que c'est NixOS? C'est un système d'exploitation basé sur Linux. Et en fait, vous allez me dire, bon, il va encore me parler 3 heures de Linux, machin. Mais là, il y a un gros changement, et je vous l'ai dit au début de ce sujet, un gros changement de paradigme. Parce qu'en fait, c'est pas une distribution monolithique. Ouais. C'est pas t'installes tes logiciels, tu fais tes mises à jour, machin. C'est un système qui est basé sur de l'infrastructure as code. Qu'est-ce que ça veut dire? NixOS, tu vas avoir globalement la racine, le noyau de ton système. Et en fait, tu vas lui fournir un fichier qui est De configuration. installe-moi, fichier de configuration, installe-moi tel truc, installe-moi tel logiciel, je veux tel truc, je veux telle mesure de durcissement, je veux qu'ils puissent brancher des clés USB, etc. Pour te donner une idée, nous on appelait ça, dans un autre jargon, on appelle ça un master. En fait, c'est une version préformatée d'un OS qui va coller pile poil aux besoins ou aux mesures de sécurité de l'entreprise. Alors, à D'accord. l'ancienne, c'était ça. C'est-à-dire que tu faisais ton master, il était figé, il avait tout installé, sauf que, bah, en fait, le lendemain, tu avais une vulnérabilité qui sortait, le truc, il était obsolète, puisque forcément, lui, il est figé dans le temps. Donc, Ouais. quand tu vas le redéployer, il faut refaire les mises à jour, etc. Les masters, ils étaient refaits tous les, je sais pas, X 4 ans ou 3 ans en Ça, fonction c'est des beaucoup, besoins, mais ouais. tu vois. Là, l'idée, c'est que en fait, tu récupères tout dynamiquement sur base de déclaration de ta conf. Donc, tu vas avoir ton fichier. C'est comme si demain, tu récupères un iPhone. Ton iPhone, il va dire, ah, t'es quoi? T'es Quentin? Ah, t'es YouTuber, ok. Je te préinstalle toutes les applis. Je te préinstalle tous ces trucs-là. Et l'avantage, c'est que tu peux le reproduire 500, 200, 1000, 2000 fois. Tu auras 2000 configurations identiques. Ok. Et c'est ça qui est fou, c'est que C'est une backup, entre guillemets. c'est pas un backup, c'est vraiment c'est une un install template perso. déclaratif. Il va avoir sa liste de courses, et la liste de courses, elle va être identique pour chacun des PC attribués à un profil. D'accord. Tu pourras personnaliser des trucs, faut pas non plus déconner, genre le fond d'écran, etc. Ça, globalement, on n'a pas grand chose à foutre de ce que tu veux mettre, bien que il y a des que vecteurs de boîtes, vulnérabilité. ouais, et puis il y a des boîtes qui sont tatillons sur le côté corpo, tu vois. C'est ça, mais je veux dire, au-delà de ce qui est un risque pour la sécurité, là, t'as même pas d'annuaire centralisé. Je me suis dit, ils vont utiliser de l'Active Directory, Ouais. un truc comme ça. Non. Bah non. En fait, tu récupères ton template. Donc, quand ta machine est déployée, elle va sur GitHub. Alors, c'est un peu rigolo qu'ils utilisent GitHub, sachant que GitHub appartient à Microsoft. Bref, on salue quand même la démarche. Tu récupères le fichier de conf. Le fichier de conf, il est lu par ton XOS. Il te pousse ton environnement de bureau, tes logiciels. Il te durcit la conf qui est, encore une fois, la conf qui est adaptée aux recommandations de l'ANSI.
l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, dont j'ai maintes fois discuté sur ce podcast. Et boum, tu as ton OS qui est prêt. Tu n'as pas besoin d'un gros support IT puisque tout est posé à la volée. Tu as besoin juste de ton accès Internet, d'avoir ta conf. Demain, tu as un problème sur ton PC, tu redéploies tout, pas de souci. Tu n'as même pas besoin d'un master. Mais donc, par contre, ça reste une interface classique qu'on connaît aujourd'hui. Oui. Un environnement de bureau. Alors, Imagine un peu pour que tu comprennes que tu réinstalles macOS, sauf que ce macOS-là, il aura été customisé pour correspondre à toi, par exemple, à ta fonction. Oui, d'accord, ok. Et à la volée. C'est-à-dire que demain, ils font un changement. Le mec, le système d'exploitation va relire le code de sa poussée, va dire, ah bah là, tiens, c'est marrant, cette ligne-là, il y a un changement, hop, je vais intégrer ce changement-là. Mais toi, tu verras rien. Et c'est pas juste des mises à jour. C'est vraiment des changements de configuration qui sont poussés à la volée. C'est la personnalisation à l'extrême. C'est ça. Et ça introduit tout un tas de sécurité, notamment les mises à jour avec les systèmes atomiques, etc. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, à déployer pour faire des mises à jour ou corriger des malwares, des choses comme ça, ça peut être beaucoup plus efficace. C'est hyper agile et surtout, ça évite de créer 15 000 templates différents en fonction des 15 000 types d'usages que tu peux avoir. 15 000, j'abuse, mais l'idée, c'est que ça rend l'administration, la sécurité et surtout la durée de vie et le coût en entretien beaucoup plus léger que sur un Windows. Et on en avait parlé juste dans un épisode sur le fait que à chaque fois, si jamais, je vais dire, il y a un virus qui arrive sur pas mal d'ordinateurs, tu es obligé et parfois même devoir te déplacer pour aller corriger ça. Là, du coup, avec cette méthode, en théorie, ça pourrait être beaucoup plus simple, surtout que là, tu auras beaucoup moins de vecteurs de compromission parce que, ce que je disais tout à l'heure, tu n'as pas d'Active Directory. L'Active Directory, c'est un annuaire qui vient connecter plusieurs postes au sein d'une même entreprise, etc. et qui est à la fois une aubaine pour les administrateurs, puisque ça leur permet de gérer les droits dynamiquement sur chacun des actifs qu'ils ont, de créer des utilisateurs. C'est pour ça que quand tu arrives dans une boîte, on t'a déjà créé un profil, tu te connectes sur un poste, tu as accès à ton environnement. Mais c'est aussi un problème parce que si c'est mal géré, tu peux rebondir d'un poste à l'autre, etc. Pas juste au niveau réseau, mais au niveau même applicatif. Pour juste rappeler, parce que je sais que c'est un sujet qu'on aborde des fois de temps en temps dans le podcast, rappelle-toi juste que l'Active Directory, ce que l'on appelle, c'est un annuaire qui va comporter à la fois tous les objets, les ordinateurs, les imprimantes et les utilisateurs. Et c'est comme ça que nous, en tant qu'administrateurs, enfin, je ne le suis plus, mais c'est comme ça qu'on peut administrer des droits sur les postes. Tu vois, on va pouvoir appliquer des droits sur les utilisateurs, des droits sur les imprimantes, c'est-à-dire qu'elle est utilisable dans tel couloir, pour tel service, pour machin. En gros, c'est un gros annuaire et nous, en fait, dedans, on va pouvoir implémenter des règles pour chaque élément, que ce soit l'utilisateur, la machine, l'imprimante, peu importe. Ok. Donc l'idée de ce projet-là, c'est qu'il est divisé en deux parties. Je vous l'ai dit, en premier, il y a Securix. Securix, c'est vraiment la fondation sécurisée. C'est le template de base qui est, entre guillemets, adapté à personne, dans le sens où c'est le socle de la sécurité. C'est pas juste un fork, etc. C'est vraiment NixOS avec une configuration durcie qui sera dédiée pour les postes d'administration système. Donc, il y aura peut-être les postes d'agents après validation, mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est assez dur et assez fermé et qui est utilisé vraiment pour l'IT et par l'IT. Voilà, en gros, c'est vraiment, on n'a pratiquement aucun droit parce que nous, on serait les premiers. Enfin, je ne sais pas pourquoi je dis nous à chaque fois, mais en gros, les IT seraient les premiers ciblés, donc ils ont des droits très fermés pour éviter justement les intrusions, et ce qui fait qu'on serait la porte ouverte à toutes les vulnérabilités parce qu'on a beaucoup de droits en fait. C'est ça. Pour vous donner quelques mesures de sécurité qu'ils ont mis, déjà, tu as de la clé matérielle FIDO2. Donc, tu t'authentifies avec les clés type les YubiKey, ce genre de trucs. Ouais. Donc, tu as de la clé où tu mets ton empreinte, tu as un code et tout ça, mais tu n'as plus de mot de passe. Tu vois, ça, c'est bien. C'est déjà un truc, c'est déjà un vecteur de compromission de ouf qu'on te retire. Tu as du chiffrement sur ton disque, tu vas avoir du Secure Boot avec la puce aussi TPM2. Tu vas avoir du chiffrement de tes données avec le Vault, ça je l'ai dit juste avant. Tu vas avoir du Phone Home, donc en fait pour l'enrôlement de ton poste, tu vas avoir une double vérification faite avec ton numéro, c'est-à-dire que demain, on peut très bien t'envoyer un poste, tu installes l'ISO de NixOS, il va te faire une préconfiguration, tu reçois quelque chose par téléphone pour confirmer que c'est bien toi, et puis boum, ton profil il est poussé à la volée. Okay. Donc ça, c'est vraiment des trucs super cool. Par la suite, il y aura également Bureautix, qui est l'application concrète de Securix, qui est comment utiliser Securix au quotidien de manière plus normalisée pour tous les opérateurs. Donc, c'est un kit de configuration pour un poste standard. Donc, demain, tu as une secrétaire, tu as une chef de projet, tu as quelqu'un je sais pas, DRH, un technicien, il a besoin d'un poste standard. Il aura du Bureautix. L'avantage de tout ce que je viens de dire là, c'est que vous voulez regarder comment ils l'ont déployé et quelles sont les mesures de sécurité qu'ils ont mis en place. Vous rendez sur GitHub, c'est public. Vous allez sur le GitHub de l'État, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais vous tapez Securix sur Google, vous allez tomber sur le repo officiel de l'État, puisqu'il est en licence MIT. Mais donc tout ça, c'est français, ça a été créé en France. Alors, NixOS, c'est pas français. Par contre, toute la configuration qui est basée sur NixOS, elle est en développement par la Direction interministérielle du numérique depuis mars 2025. Ok, d'accord. Donc excellent. C'est plutôt cool.
C'est plutôt cool. C'est un vrai game changer parce que tu as une défaillance, comme tu le disais, tu as un virus, tu redéploies la conf, tu n'as rien perdu, parce qu'en théorie, déjà, tu n'as rien en local au niveau de tes données. Et en plus, tu as un système qui est relativement facile à redéployer. L'écosystème Nix, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est 200 000 paquets qui sont disponibles via le Nix Packet Manager. C'est-à-dire que tu as besoin d'une appli, tu rajoutes Nix, install, machin dans ta config et hop, ça te pousse le bon paquet. Même pas, tu tapes juste le nom du paquet, ça le fait. La gestion des dépendances, elle est très robuste et surtout, du coup, ton code, il est full auditable. Encore une fois, c'est licencié MIT, donc tu peux lire ce qu'ils ont mis en place et savoir exactement quelles mesures de sécurité, quel logiciel installer, etc. C'est une belle initiative, moi, que je salue. Ça a des enjeux très forts pour la suite de notre indépendance, surtout vis-à-vis de modèles américains. Ça va casser un petit peu l'aspect, je trouve, très... j'allais pas dire monolithique, mais très non compétitif de Windows, parce qu'aujourd'hui Windows... Le côté monopolistique, tu monopolistique, exactement, de Windows. Je pense que tu voulais. Puisque, exactement, ouais, mais aujourd'hui, quand tu apprends à utiliser du traitement de texte, du tableur et tout, tu es directement sur du Microsoft, de OS et Windows. Et aujourd'hui, je trouve que on utilise Linux d'une manière... Enfin, on perçoit Linux d'une manière un peu trop geekesque. Ouais, c'est trop pour l'élite, etc. Les 15 000 distributions qui existent sont pas là pour aider, laquelle je pars, comment je l'installe, machin, en fonction de mon besoin. Le fait qu'aujourd'hui, tout le monde, et même l'État, et même les geeks, et même les Valve, tout ça, s'intéressent à Linux, alors que Linux, c'est une partie énorme de notre infrastructure. Ouais, la simplification, finalement. Et puis l'adhésion, puisque les gens, tout ce qui est par exemple pour les jeux, etc., ils vont parce que les utilisateurs, ils sont aussi. Donc s'il y a plus de gens qui y vont, il y aura plus de moyens qui seront mis devant et du coup, ça va catalyser le développement de toutes ces choses-là. Moi, pour tout te dire, mon fils, il a une machine qui est sous Linux. On a un vieux PC portable gaming qu'on avait il y a un petit moment. C'était mon frère, un de mes neveux qui l'avait. Et il l'a transmis à mon fils. Et en fait, il était sous Windows 10 et le truc, c'était un veau. Il y a aussi un truc auquel on n'a pas forcément évoqué, mais qu'on peut penser, c'est que Linux, aujourd'hui, offre l'avantage d'être beaucoup plus léger. Oui. Il y a moins de trucs chelous, tu sais, de télémétrie, de choses qui captent tes données, parce que Windows a ce côté-là aussi où il capte beaucoup de data pour faire fonctionner, tu sais, même les onglets pub, météo, c'est etc. Ça. Sans compter toutes les merdes d'IA qu'ils ont voulu caler, Exactement. sur lesquelles ils sont un peu calmés. Mais... Et Linux, aujourd'hui, moi, mon fils, il est sur une machine Linux qui est comme ça, du coup, beaucoup plus légère et beaucoup plus flexible, qui a juste ce dont il a besoin. Et en plus de ça, en fait, tu te rends compte que c'est une interface avec un menu démarrer et qu'en gros... parce qu'en fait, les 95... même peut-être 99% de nos usages se font sur le navigateur. Donc en fait, l'OS, presque, ça vaut plus rien. Tu vois, moi, je travaille avec un MacBook Pro. Je connais très peu, finalement, les rouages de l'OS de macOS X. Mais on s'en fout, parce qu'en fait, moi, tout ce que je fais, c'est d'être sur mon Chrome et de faire mes trucs, quoi. Donc, surtout que c'est une base Unix, en plus, macOS. Ouais. Donc, en vrai, ça a des vrais débouchés. Et je pense qu'aujourd'hui, ça fait beaucoup moins peur, parce que aussi Linux a énormément travaillé à devenir beaucoup plus ergonomique et a eu la très bonne idée d'essayer de venir un petit peu proposer des alternatives qui singent un peu Windows pour justement essayer de s'ouvrir à un public qui n'était pas prêt avant à tester. Tu vois. Aujourd'hui, tu n'as plus besoin de mettre des lignes de commande. Tu ouvres un terminal quand tu as envie de t'exciter à taper une commande, mais sinon, c'est plus obligatoire. Puis c'est 250 utilisateurs qui vont plus payer de licence Windows pour l'instant, puisque je rappelle, c'est NixOS, donc c'est du Linux, donc techniquement, c'est gratuit, c'est pas du Red Hat ou quoi, donc c'est toujours ça d'économiser. Installer une application sur Linux pour comprendre, c'est exactement la même chose que sur un macOS, et genre tu ouvres un store, et en fait, tu tapes le nom de ton app et sur une interface graphique et ça s'installe tout seul. Écoutez, voilà pour les actus de la semaine. Merci pour ces belles nouvelles. On va nous enchaîner avec l'effet waouh qui a disparu. Ça sera dispo jeudi. On va discuter un petit peu sur cet effet qu'on a peut-être perdu au fur et à mesure du temps, que ce soit dans les nouvelles technologies de manière générale dans notre monde, dans notre univers qui est le nôtre. Voilà, on en parle jeudi dans Bubble. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à mettre vos petites 5 étoiles si vous voulez participer à faire grossir le podcast. Ou juste manifester votre soutien. Et puis il y a la bulle vocale, que vous pouvez enregistrer votre question directement et réagir au sujet qu'on aborde. Merci beaucoup et à très vite. Ciao.